Enregistrons. Alors, ceux qui sont en ligne, vous avez vu le CPG. Donc, en fait, pour faire ce TP, on ne va pas avoir 1h30, mais 3 heures. Donc, au moins, on est TP. D'accord? Non, pas 3 heures. Cette semaine, la semaine d'après. Vous terminerez. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va vraiment faire, c'est la première partie, la tension d'un ressort. Qui est là encore? C'est planté. Coquini, comme par hasard. Alors, ah oui, ça tu pourrais tomber dans le Donc le matériel que vous avez à votre disposition. Ce qu'on a vu en classe pour le moment, on a étudié comment on modélisait une interaction donc par un vecteur qu'on appelle une force. Donc pourquoi un vecteur? Puisque une force va avoir une direction, un sens et une valeur. On a vu le poids et avec vous, je n'ai pas encore vu l'interaction gravitationnelle. On n'est pas encore parlé. Donc on va le voir ça tout à l'heure en cours. Et en TP, on va étudier deux autres types de forces. Donc la première, ça va être la tension. Alors, je vais mettre de l'autre côté pour être plus voir. La tension qui est exercée par un ressort. Parce que si on accroche un ressort, à partir du moment où on tire sur le ressort, c'est sûr, notre doigt exerce une force sur le ressort, mais forcément, si on regarde nos doigts, que fait le ressort sur nos doigts? Exactement, principe des actions réciproques. Comme nos doigts agissent sur le ressort agit exactement de façon opposée sur nos doigts. Donc il y a bien une force qui peut être modélisée sur un ressort et on va essayer de trouver les caractéristiques de cette force. Ça va être la première chose. Le plus difficile en fait, ça va être de trouver quelle est l'expression. L'expression littérale qui va nous permettre de calculer la valeur de la force. Par exemple, je vous ai montré en cours que la force du poids. Comment est-ce qu'on calcule la valeur du poids? M fois G. Voilà, on multiplie la masse de l'objet, donc cette masse, elle a un certain poids. Pourquoi? Parce qu'elle a une masse et elle est soumise au champ de pesanteur terrestre à la surface de la Terre qu'on appelle petit g. Donc en multipliant m par cette valeur petit g, qui vaut à peu près 9,8 Newton par kilogramme, on retrouve le poids de cet objet, à ne pas confondre avec la masse. Alors, ce qu'on a à disposition, je vais enlever le système. Vous avez devant vous des potences. Et là, ça, pas besoin encore. Donc vous avez une potence sur laquelle on a juste rattaché une règle, tout bêtement. Et vous avez normalement tous à votre disposition un ressort, oui ou non? Non. Comment ça, non? Il y en a un derrière. Tiens, ah non, alors tu crois que c'est plus facile que toi tu te déplaces plutôt que le ressort vienne à toi? Non, attends, c'est quoi ce ressort là? Ah là là. Ah non, alors là je suis dégoûté, il faut que je sache qui était là parce qu'il a bougé le ressort. Donc oui, par exemple, ça, je le montre. Ça, c'est un ressort qui a été bousillé. D'accord? Parce que. Okay. Donc, les ressorts, c'est pas plus que ça coûte. Mais on n'en a pas beaucoup. Donc, évitez de les torturer dans tous les sens. Ok? Respectez les ressorts. Bon, bref, donc moi, il va falloir que je trouve un autre truc. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Celui-là. Ah, il est un peu raide. Oh la vache, c'est dans les culs. Bon, je vais prendre celui-là. D'accord? Alors, comment on va faire?
faire. Je vais marquer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste la partie. Hein. Franchement, en 1h30, c'est large. Avec l'autre. Alors pourquoi on prend le temps? Parce qu'avec mon autre classe de seconde, ce TP en entier, j'avais 1h30 pour le faire, parce que la semaine prochaine, je ne peux pas les avoir en TP, alors que vous, je vous aurai. Donc là, on va prendre le. Alors, TP, étude de quelque chose. Donc, bien entendu, vous notez. Et les deux forces qu'on va étudier ici, ça va être la force de tension d'un ressort et quelque chose que normalement vous devriez connaître avec votre culture générale, la poussée d'Archimède. Ça, on l'étudiera la semaine prochaine. Tout corps plongé dans l'eau. Voilà. Il y a de l'idée, mais non. Mais... Alors, on va donc commencer par. Alors, il est où mon énoncé? 1. La tension d'un ressort. La tension. P. Alors, je vais une flèche, parce que c'est une force en vecteur. La tension. Là. Je l'ai appelé F, on va rester. Ouais. On va l'appeler F. Parce que j'ai mis F sur l'énoncé, on va rester à F. D'accord. Voilà. Donc, d'abord, l'expérience qu'on va faire. On vous propose un montage. Et on va essayer d'analyser cette expérience. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez votre ressort qui, à vide, a une certaine longueur. Lorsqu'il est à vide, est-ce qu'une force s'exerce? Est-ce qu'une force peut s'exercer sur lui ou est-ce qu'une force peut s'exercer avec ses deux extrémités? Oui, il peut s'exercer par rapport à n'importe quoi. D'accord, c'est vrai qu'on devrait considérer le poids du ressort. Maintenant, on va négliger le poids du ressort. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement l'action que peut avoir un ressort sur un autre système. Si aucun système n'est attaché au ressort, forcément, il n'y a aucune force qui va agir sur ce système, puisque le système n'existe pas. Donc au final, on va dire que lorsque le ressort est à vide, la seule caractéristique qu'il a, c'est sa longueur. Donc il a une certaine longueur à vide. Pour ça, comment on schématise? On accroche le ressort à la verticale. Et on dit que le ressort possède une certaine longueur à vide qui est égale à L0. D'accord? À partir du moment où on accroche une masse, donc un système d'étude, sur le ressort. Alors, et je le lâche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le poids de l'objet à côté, le poids de l'objet, le poids du système, va étirer le ressort. Mais au bout d'un moment, alors c'est sûr, le système aussi, maintenant, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? il tire de plus en plus longtemps. Indéfiniment. Qu'est-ce qui se passe à un moment pour le système, pour la masse? Vous n'arrivez pas à voir le truc le plus simple. Comment vous pouvez décrire le mouvement de la masse? Il bouge, il monte et il descend. Tout le temps? Oui. Il y a bien un moment, on peut trouver une position. C'est pas facile à trouver. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est sûr, ça bouge. Est-ce qu'il va toujours bouger? Non. Il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? Il se stabilise. D'accord? Il se stabilise alors qu'il est soumis à son poids. Donc, un système qui se stabilise. Qu'est-ce que vous pouvez dire
sur les forces qui agissent sur nous. Elles sont égales. La force exercée par le poids sur le ressort est égale à la force opposée par la force. Alors, c'est pas mal. Soyons plus simple. Pour qu'un système soit immobile, hein, il faut que toutes les forces qui agissent sur lui, on dit qu'elles doivent se compenser. Donc, si l'objet, la masse, la lâche, elle tombe. Pourquoi est-ce qu'elle tombe? Parce qu'il n'y a rien pour compenser. Vas-y. Parce qu'il n'y a rien pour compenser. Exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'elle tombe déjà? Parce qu'elle est soumise à quelle force? La gravité. On est à la surface de la Terre, Le donc c'est, j'ai entendu, poids. le poids. D'accord? Le poids, pensez que c'est simplement l'attraction gravitationnelle, mais au niveau de la surface de la Terre. C'est exactement la même chose. Le poids est un cas particulier d'attraction gravitationnelle, ce qu'on va voir en cours tout à l'heure. Donc, un objet, un système tombe parce qu'il est soumis à son poids. Maintenant, comment on pourrait faire pour qu'un système qui a une masse et donc un poids ne tombe plus? Le retenir à quelque chose qui fascine à chaque fois. Et donc, là, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui compense le poids? On exerce son poids, mais inversé vers le haut. D'accord? Et donc, là, pourquoi la masse ne tombe plus? C'est la poussée à un ressort. Ok, elle a accroché un ressort, donc que fait le ressort sur la masse? Elle l'étire vers le haut. Donc, elle exerce une action mécanique qui est égale La masse du. au poids. C'est une force, c'est une action mécanique. Au poids, est-ce que c'est exactement pareil que le poids? Non. Pourquoi? Parce que ça bouge encore un peu. Non, on va dire, je suis dans la situation où ça bouge plus. Parce que votre corps soutient le ressort aussi. Non. Le système que j'étudie, c'est la masse. La longueur du ressort a augmenté. La longueur du ressort a augmenté. Alors, si je mettais une masse plus importante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec une masse plus importante sur le ressort? Il y a plus de poids, du coup, le ressort, il tire plus. Ok. Donc, vous avez tous les éléments pour me dire. Avec une masse plus importante, le ressort s'étire plus. Donc, si on fait un schéma, on continue notre schéma, donc là, c'est plus à vide. Je mets une masse. M. Cette masse, elle exerce un poids qui est dirigé vers qui est vertical du lieu considéré, dirigé vers le bas, là. Et donc, s'il n'y avait que le poids, que ferait cette masse? Elle continuera à tomber indéfiniment. Pourquoi est-ce qu'elle ne tombe plus? Parce que le ressort exerce sur la masse moins T. Exactement. Parce que le ressort exerce sur cette masse une force qui s'oppose au poids. Oui ou non? Et donc, je peux modéliser cette force par une flèche qui est vers le haut. F. Et la flèche bleue doit avoir exactement la même longueur que la flèche rouge. Oui ou non? Si la flèche bleue était plus courte que la flèche rouge, qu'est-ce qui se passerait? Il continuerait à descendre. Et si maintenant la flèche bleue était plus grande que la flèche rouge, qu'est-ce qui se passerait? Non, pas d'accord. Alors, si mon vecteur bleu est plus grand que le vecteur rouge, qu'est-ce qui se passerait? Ça remonterait. Hein? Exactement, ça remonterait. D'accord. Pourquoi il est fait vers la droite? Pourquoi il est fait vers la droite? Il y a un P, il y a une flèche vers le bas. Ça, c'est la notation vectorielle. Ah oui, D'accord? C'est comme ça qu'on note le vecteur. C'est bien pour préciser que c'est un vecteur. Donc voilà ce qu'on a. Et donc, ce qu'on va mesurer, on voit bien que le ressort s'est allongé d'une certaine longueur qu'on va appeler L. Et entre les deux, on a une élongation du ressort qu'on note delta L. C'est la longueur avec la masse moins la longueur à vide du ressort. Ok? Voilà ce qu'on a. Donc ce qu'on va pouvoir dire, la masse M. La masse M entraîne
voulais dire. Le ressort vers le bas. D'accord. Selon le vecteur poids. Donc, parce qu'il y a un poids, une masse qui est accrochée au ressort, cette masse exerce un certain poids sur notre ressort qui les tire vers le bas. Le ressort, quant à lui, quand il s'étire, il va tendre à revenir à son état d'équilibre. Donc le ressort tend à revenir à son état d'origine. Lui, ce qu'il veut, le ressort, c'est revenir au repos sans avoir d'étirement. Alors, comment il fait ça? Selon le vecteur qu'on a noté F. De telle sorte que P et F aient la même longueur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on fait la somme du vecteur P et du vecteur F, qu'est-ce qu'on a? Zéro vecteur. Alors, on ne va pas dire 0. On va appeler ça le vecteur nul. Parce que 0, c'est un chiffre, c'est un nombre. Alors que le vecteur nul, ça implique plutôt qu'on a un déplacement total qui est nul. Par exemple, si je fais cette distance, je me déplace selon ce vecteur. Je me déplace ensuite selon ce vecteur. Et je me déplace ensuite selon ce vecteur. Il y a bien eu des déplacements selon le vecteur A, B et C. Est-ce que mon déplacement, est-ce que je n'ai pas, est-ce que j'ai eu un déplacement? Au final, oui, j'ai marché quand même. Pour aller de là à là, de là à là et de là à ici, je me suis déplacé. Mais au final, si j'ajoute l'ensemble, est-ce que je me suis réellement déplacé? De combien j'ai bougé? De rien. Si je fais A plus B plus C, c'est bien égal au vecteur nul. Par contre, si je prends la longueur des vecteurs, la norme, si je fais norme de A plus norme de B plus norme de C, est-ce que c'est égal à 0? Non. Non. D'accord? Et c'est ça la grosse différence entre la notation des nombres et la notation des vecteurs. Avec des vecteurs, même si mes vecteurs ont une certaine longueur, je peux avoir une somme vectorielle qui est égale au vecteur nul. Par contre, c'est vrai que la somme des normes de mes vecteurs sera toujours différente de 0, parce que mes vecteurs ont toujours une certaine longueur. Si vous comprenez cette notion, qui est en fait une notion mathématique, ça va vraiment vous aider pour la suite. D'accord? Aussi bien en maths qu'en physique. En physique, je n'irai pas plus loin sur les vecteurs. Ce que je veux que vous compreniez, c'est vraiment, il y a d'un côté ce qu'on appelle des nombres, d'un autre côté les vecteurs, qui ne représentent pas la même chose. En maths, ce que vous allez faire, vous allez décrire les coordonnées des vecteurs, vous allez utiliser pas mal de formules mathématiques. Ça, on n'a pas besoin, c'est un exemple. Donc, P plus F est égal à 0, au vecteur. Et pourtant,
Vous l'entendez là? Ok. Donc en fait, on disait que les deux vecteurs ont la même longueur, mais si j'utilise cette équation, ce que je pourrais dire, c'est que le vecteur f, il est égal à l'opposé du vecteur p. Deux vecteurs qui ont la même longueur peuvent être opposés. D'accord? C'est bien ce qu'on représente ici. Le vecteur poids est dirigé vers le bas, le vecteur tension du ressort est dirigé vers le haut. Ils ont la même longueur, mais pour définir le fait qu'ils ont des sens opposés, vectoriellement, ça s'écrit comme ça. Chose que vous ne voyez pas du point de vue numérique, avec des valeurs. Est-ce que c'est à peu près clair, ça? Oui ou non? N'hésitez pas. Non, mais dans un vecteur, il n'y a pas aussi le sens qui est pris. Ben justement, le signe moins ici, il veut te dire quoi? Que c'est le sens qui est important. Moins le vecteur P, ça veut dire que F, il est comme le vecteur P, sauf que, à cause du signe moins, il est dirigé dans l'autre sens. Ça ne veut pas dire qu'il a une valeur négative. Un vecteur ne peut jamais avoir de valeur négative. D'accord? Il a toujours une certaine longueur. Donc la longueur d'un vecteur, ça toujours positif. Après, en maths, vous verrez les coordonnées, etc. Et ça, vous en servirez aussi en physique si vous allez en spé physique l'an prochain. Pour le moment, moi, je ne regarde pas les coordonnées. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, ce que vous avez fait. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est que f est égal à p. Et comment on calcule la norme de p? Et non, en fait, tu cherches la norme de f. Tu veux dire que c'est m. Ouais. Donc, ce que vous allez faire, vous allez accrocher à votre potence différentes masses. Vous allez mesurer l'élongation. La masse va vous donner la valeur de f. Et donc, vous allez pouvoir remplir ce premier tableau qui est ici. Vous avez les masses. La force en Newton, vous allez pouvoir calculer grâce à cette formule. Et vous allez mesurer l'allongement en fonction. Je vous laisse un peu réfléchir à la notation. Il faut que vous chercher quelque chose. Ouais. À partir de quelle masse c'est 4 le ressort? Tu peux y aller. Je reviens commencer à faire vos mesures. Je reviens dessus. Ça touche le sol ou pas? Normalement, oui, ça va toucher. Alors, donc, j'explique le principe de la mesure. Où est-ce que j'ai mis mon ressort? Il est là. Alors, je ne sais pas si en ligne ils vont voir. Ouais. Ok. Donc, vous avez à votre disposition différentes masses. D'accord? Vous allez pouvoir peser ces masses grâce à vos balances. Pour avoir une valeur assez précise, au dixième de gramme. Vous allez devoir mesurer la longueur à vide du ressort. Donc, pour ça, on vous a placé une petite feuille. À vous d'ajuster le système de façon à pouvoir faire vos mesures. Donc, moi, ce que je vais faire, c'était pas ça que je voulais faire. J'ai fait une bêtise. Là.
Je mets mon ressort et je vais placer mon ressort à une certaine valeur. La longueur à vide. Ce que vous allez faire, par contre, vos mesures, soit vous faites la mesure du ressort sur les bases des anneaux, ok, soit sur la hauteur des anneaux. Mais une fois que vous avez choisi une référence de mesure, vous devez toujours mesurer la même chose, à partir du même endroit. Donc là, je vais avoir une certaine longueur, et ensuite, ce que l'on fait, on accroche la masse, ce qui va nous permettre de calculer l'élongation de notre ressort. Est-ce que c'est clair? Oui, Alors remplissez-moi ce tableau. D'accord? Vous allez tous avoir des mesures différentes. Pourquoi? ça dépend de ce qu'on choisit au début. Non, on n'a pas le même ressort. On n'a pas le même ressort. Chaque ressort a une caractéristique différente. En fait, ce qui caractérise un ressort, c'est sa constante de raideur. Et c'est ça qu'on va essayer de calculer. Plus la constante de raideur est importante, plus c'est difficile d'étirer le ressort. Alors moi, je vais mettre mes valeurs. Vous, vous allez avoir des trucs complètement différents. C'est normal, mais utilisez vos valeurs. Ça va être très important pour la suite. Et il faut mettre lequel, monsieur, de trucs? Comme Yann, il Il est marqué 0. Moi, ce que je fais là, Attends, il a dit 0. Nickel. alors moi, ça c'est toi qui décides. Soit tu le fais à partir de là, et toutes tes mesures soient à partir de là. Exactement. Tout le temps la même référence de mesure. Oui, tu les mets ensemble, tu peux faire. Alors c'est pas 70 piles, hein, vous allez avoir des valeurs moi légèrement différentes. Oui, mais ça n'existe pas de temps. Oui. Ouais, tu peux en mettre deux, mais sinon j'en ai des 200. Tiens. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas vos 200 vous? Qui n'a pas les 200, les gros? Les années. Moi, j'ai pas. J'ai cassé la balance. Après, vous pouvez mettre 2 fois ça. Parce que vos balances, elles ne peuvent pas mesurer au-dessus de 200 grammes. Moi, j'ai 202. Putain, j'ai cassé le ressort. Alors, enfin, le tableau, Yann, toi, tu fais quoi? Actuellement, je sais que et on fait le tableau. Donc ceux qui sont en ligne, vous allez prendre mes valeurs et vous allez pouvoir faire la suite. Pendant que ceux qui sont ici, eux, vous allez faire vos mesures. D'accord? C'est normal, vous n'aurez pas les mêmes mesures que moi, je vous le rappelle. Voilà, on a la masse, grave. Donc pour remplir la deuxième ligne, vous utilisez simplement cette formule. D'accord? La valeur de la masse 49,5 que vous devez reconvertir en quelle unité? Mais en kilogrammes. Vous l'avez en grammes. Pour pouvoir appliquer la formule, il faut utiliser la masse en kilos. Comment on passe des grammes en kilogrammes? On convertit. Oui, comment? On fait 10 puissance 3. Puissance moins 3. Merci Aïda. Merci Aïda. Je fais les divisions en computant que nous.
Ouais, mais j'ai rien compris. Oui, c'est pareil. Tiens, là, ça va. Tu mets. Donc voilà, ceux qui sont en ligne, à l'aide de ces valeurs, vous allez devoir tracer f comme étant une fonction de l'élongation. C'est-à-dire que vous allez créer un graphique. En abscisse, vous placez l'élongation du ressort et en ordonnée, la valeur de la force de tension du ressort. C'est ce que je vais faire ici. En ligne, est-ce que c'est clair ce que vous avez à faire? Un oui ou un non, ça me suffit. Donc, est-ce que vous voyez les valeurs? Je vais enlever le système pour façon à ce que vous voyez. Là. Ouais, alors pourquoi? Pourquoi c'est devenu 49,5 et pas 50 grammes? Parce que ce sont les masses que j'ai à ma disposition. Je les ai pesées avec une balance. Bah, c'est pas exactement 50 grammes. La balance me donne 49,5. Donc j'utilise mes données expérimentales. Pareil pour 100, 150, etc. Ok, donc maintenant, à vous de me dessiner, alors soit sur papier millimétré, soit sur papier normal, ou pour ceux qui veulent, vous pouvez le faire sur ordi. Ici, je vais vous distribuer donc, une fois que vous aurez vos mesures, vous pourrez faire le graphique. Le pouvoir. D'accord. On a un problème. Comment on fait? Donc Aidan, Romain, Alexandre, Claude, Il est pas là. Juliette, Alexandre, Mathis, Maxime, Louis, Valentin, Grégoire, Lisa, Manon, Yann, Manon, Emma. Allez. Manon, corrigez le petit. C'est bon les mesures là, ça prend forme ou pas? Alors changez les masses, hein. À chaque fois mesurez bien les masses. Les masses que j'ai mis dans le tableau, c'était simplement la référence pour avoir la masse de 50 grammes. Mais c'est sûr, elle ne va pas être égale à 50 grammes exactement. Oui, monsieur. Les F, vous avez mis au tableau, normalement, on devrait avoir les mêmes, non? Eh non, parce que vos masses, elles ne doivent pas être très loin, c'est clair. Mais vos masses ne vont pas être exactement les mêmes que les miennes. D'accord? Voilà pourquoi il faut que vous recoupiez le tableau. Ah. Ne soyez pas des flemmards. Il faut pas le faire sur la feuille. Je ne répondrai pas. Là, check, check. Alors, je n'étais pas sur le tableau de droite parce que les autres ne voient pas. Vous avez votre calculette aussi, on va faire une régression. Encore. Oui, mais écoutez, ma fille. Ah, mais il faut la calculatrice, c'est ça. Ceux qui sont en ligne, passez-moi un beau graphique, passez-moi vos points et tout. Pourquoi on a
En abscisse, on place quoi en abscisse? Ah oui, je l'ai dit. Ouais. On affiche on place tous les poids F. Raté. Delta L. Delta L. Delta L. Rappelez-vous en maths, quand vous faites une représentation graphique, vous représentez Y comme une fonction de X. X, ce sont les abscisses. Y, c'est l'axe vertical, les ordonnées. Oui ou non? Comme ça que vous faites en maths. En physique, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des X et des Y, eh ben, on a d'autres variables. Nous, on veut représenter la valeur de la force, donc sur l'axe vertical, en fonction de la valeur de l'élongation que vous mettez. Dites-vous bien qu'en maths, vous allez toujours avoir les mêmes notations, des Y, des X, basta. Maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce que vous faites en maths, vous devez pouvoir le transférer en physique avec d'autres notations. N'oubliez pas que les mathématiques sont pour le physicien et le chimiste simplement un outil. Et nous, on n'étudie pas des Y et des X. On étudie des variables qui ont un sens physique, qui représentent des choses. Delta L, ça représente une élongation du ressort. F, ça représente une tension, la valeur d'une force. Donc, je vais vendre la matière. Hein. En physique, on va plus loin qu'en maths. D'où l'intérêt de prendre la spécialité physique l'an prochain. Vous allez faire plus de choses. Parce que le jeu, il a fait un hasard, et au début, c'est des Alors, on va mettre delta L en centimètres, et là, on va mettre L en unité. Alors, à vous de bien choisir vos échelles. Là aussi, le choix des échelles, c'est vous qui le faites. N, c'est l'unité. Pourquoi j'ai mis N? Là, je dis que sur l'axe des ordonnées, sur l'axe vertical, ici, je trace la valeur de N. Et entre parenthèses, c'est simplement dans quelle unité? En newton. En abscisse, je prends les coordonnées qui sont caractérisées par l'élongation de mon ressort, delta L. Et cette élongation, elle est exprimée en centimètres. Mais pourquoi N, c'est pareil que M divisé par 10 chaque fois. Ah, ok, presque. Parce que G, c'est à peu près égal à 10. D'accord? C'est ça la question. Donc si tu fais M fois 10, c'est sûr que c'est pas M divisé par 10. Sauf que ton M, toi, tu l'as en grammes. Et il faut que tu le mettes en kilogrammes. Donc c'est du M fois 10-3. Okay. Donc au final, c'est comme si tu avais du M fois 10-2, donc c'est du M divisé par 100. D'ailleurs, c'est bien divisé par 100. D'accord? C'est à peu près ça. Si tu dis que G, c'est à peu près égal à 10. D'ailleurs, c'est une approximation qu'en physique, on fait assez fréquemment. Je veux dire que G, c'est 9,8, donc c'est 10. Pour le moment, on ne veut pas vous le raisonner comme ça. G, c'est 9,8. Et une fois que vous comprendrez vraiment la signification physique de G, je vous autoriserai à faire des approximations. Voilà. Ah, monsieur? Oui. Pourquoi dans le tableau delta L, vous avez mis 0 dans toute la colonne? Alors, parce que si tu n'accroches pas de masse à ton ressort, est-ce que ton ressort, ça bouge? Alors, donc, l'élongation est nulle. Mais il a une, Il a une longueur de base. Ah bah oui, il a une longueur à vide. Oui. Mais delta L, c'est la longueur avec la masse moins la longueur à vide. Si tu n'as pas de masse, L voit le 0. L0 moins L0, ça fait 0. D'accord? Oui, Coquini. Pas tu t'étires, tu te réveilles. Alors, en ligne, ils en sont dans leur représentation graphique. Ça trace ou ça trace pas en ligne? Non, je sais qu'il y en a au moins un ou deux qui vont tracer. Voilà, ça trace. La différence entre ça de base et ça, c'est que
Comment vous avez fait par exemple, moi, la copaille, j'ai pas fait je suis faux et que des garanties. Non, parce que j'ai un ressort qui est plus grand que le vôtre. Mais c'est normal. Vous, vos valeurs de delta L, normalement, elles sont plus grandes. Pourquoi? Parce que vous avez un ressort dont la constante de raideur est plus faible que celle du Le poids, c'est exprimé en newton. Oui. C'est une force, le poids c'est une force, donc ça s'exprime en newton. Et l'erreur qu'on fait en commun, c'est de dire que le poids c'est en kilogrammes. C'est faux, la masse qui est en kilogrammes. Alors moi je vais commencer mon graphique. Alors, en delta L, je dois aller de 0 à 2 à peu près. Alors moi je prends un repère orthonormal, mais pas orthonormé. Voilà. Pas sur rien. Donc là, eh ben, ça va pas sur le choix. Bon, j'ai fait l'étudiant de maths. J'ai fait le mauvais étudiant de maths. J'ai mal choisi mon échelle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et après, on utilisera la calculette. Voilà. Donc là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5. Ensuite, en axe les ordonnées, on va avoir F qui varie de 0 à 2. Alors, qu'est-ce que Voilà. Après, chacun prend les échelles qu'il veut. Vous avez écrit quoi? Peu importe l'échelle qu'on prend. Oui, peu importe l'échelle que tu prends, ça va marcher. D'accord? Après, il faut que ça rentre sur ta feuille. Donc, à toi d'étudier l'échelle que tu veux prendre avant.
je passe les points. À 0, je suis à 0,6, 0,40. Voilà. Donc vous pouvez être vachement plus précis à l'aide du papier millimétrique. C'est flip. Oui, monsieur. Est-ce que c'est proportionnel? Exactement. On voit que l'évolution de la force de tension, de la valeur de la force de tension, elle est proportionnelle à l'élongation. Ça veut dire quoi? Que plus un ressort est étiré, c'est quoi? Plus il sera grand, oui. C'était top ça. Alors justement, comment vous interprétez ce truc-là? Donc tu nous as dit qu'il y a une proportionnalité. Oui. Soyons encore plus précis. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Proportionnalité, c'est un terme mathématique. Maintenant, comment vous utilisez cet outil de proportionnalité mathématique, donc, pour le ramener à la réalité du terrain? Plus le ressort est tendu, plus la force qu'il va donner sera aussi forte. Exactement. Plus on étire un ressort, plus la force que ce ressort va exercer sur le système va être importante. D'accord? Et donc, comme il y a linéarité, c'est une fonction linéaire, hein, la proportionnalité, bon, on peut trouver. On ne relie pas les points en physique, on dit pas en maths. On essaie de trouver la droite qui passe au plus près de G. Pour moi, je vais faire un peu. Et si vous avez bien placé vos points, ben, ça passe très très proche. Pourquoi tous les points ne sont pas exactement sur la droite? Parce qu'il y a une erreur. Qui est dû à quoi? La masse. Alors, À la règle des bateaux. voilà, à la règle, à votre erreur de lecture, ce sont des erreurs expérimentales. Masse multiplié par 2,8. Masse en kilo. C'est maintenant qu'il me pose la question. Ah, c'est toute l'explication qu'il y a là avant. Non, mais oui, il est en retard. La force de tension du ressort compense le poids. Donc les deux ont la même longueur. Comme la longueur du poids, la valeur du poids c'est m fois g, ben la valeur de la force de tension du ressort devrait être égale à m fois g pour que la masse soit liquide. C'est exactement ce qui est écrit là. On va en ligne ce que ça donne. Alors, vous avez pris quoi? 0,1 et 0,2, F et delta L. Oui, c'est ça, Mathieu. Après, vous prenez ce que vous voulez, ça dépend de la taille que vous avez sur votre feuille. Monsieur, on fait le vote Non, tu fais le tien avec tes valeurs. C'est ça, moi, que je veux voir. Vraiment, je veux voir votre graphique avec vos valeurs. T'as une vraie personnellement, je n'ai pas. Non, mais. Ah oui. Non, mais quoi? T'as fini, hein? Bah oui. T'es un boulet. Ah bah oui, il est clairement, c'est un boulet. Ah, surfait. Bah ouais. En fait, on a les mêmes points de vue. Bah voyons, non, tu n'as pas le même ressort. Ah oui, comme ça, non? Alors, ceux qui sont en ligne. Bon, déjà, ça, on peut le noter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Où est-ce que j'ai mis ma feuille, moi? Ça y est, j'ai perdu mes trous. C'est foutu. Ah, oui. Donc, comme là, on a que f est une fonction de delta L et une fonction de quel type?
Linéaire. Bien. Linéaire, puisque vous avez une droite qui passe par l'origine. Donc ça, c'est le côté mathématique. Ça veut dire qu'il y a proportionnalité entre la valeur de la force de tension en ressort et son élongation. Ainsi, la valeur de la force de tension d'un ressort F est égal à la norme de F est proportionnelle à son élongation. C'est-à-dire que F est égal à K multiplié par delta F. K, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort. Et donc chaque ressort est caractérisé par sa constante de raideur. Et donc ce que je vous demande, c'est de calculer cette constante de raideur. Comment, à partir de votre graphique, vous pouvez trouver cette constante de raideur et quelle est son unité? À quoi correspond, sur une droite linéaire, le coefficient de proportionnalité entre x et y? Ça, vous l'avez fait en maths, j'en suis sûr. Normalement, on vous a bassiné avec la proportionnalité. Hein? Exactement. Mais comment est-ce que vous mesurez le coefficient de proportionnalité sur une droite linéaire? Ou sur une droite, sur une droite linéaire? On prend deux valeurs et on les divise. C'est pas assez précis. Pareil. Alors. Monsieur, vous pouvez vous enlever. Ben voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. SOS, je vois R. Je vois rien. Comment ça, vous voyez rien? Là, moi, je vois bien sur l'écran. C'est bon ou pas, là? Comment ça, vous voyez rien? Mais ça veut dire quoi, vous voyez rien? Vous voyez pas si c'est... Ah, ben voilà, ça va mieux. Ah oui, c'est vrai que quand je passe devant le tableau, ça fout. Je m'enlève du tableau. Et en fait, dès qu'il y a un mouvement au tableau, ça fait surtout. On arrive petit à petit. Quoi. Et donc, c'est que vous mesuriez le coefficient de raideur. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra caractériser la force de tension d'un ressort. Et je vais vous introduire la poussée d'Archimède, chose que vous ferez la semaine prochaine. Ouais. En fait, dans un film. On va utiliser ces trucs-là. Alors, dans 2 semaines, je ne suis pas là. Toute la semaine. Donc, dans 2 semaines, vous n'avez pas fini. Vous aurez que non,
Droite. Droite. Mercredi, je suis malade. Ah oui, c'est une droite. Voilà, alors, t'as vu, t'as pris une échelle horizontale. L'échelle horizontale. C'est quoi la Regarde, c'était pour les secondes. un gros boulet. Il a pris l'exemple sur cache. T'as pris l'exemple sur Louis. Non, mais je peux le voir. N'empêche, comment on s'en pays. Le monsieur Japon. Et les ressorts commencent à être vieux, donc en fait, il y a plus la fonctionnalité. Voilà, en fait, pour les petites masses, ça marche pas. Comment on fait pour passer ça? On l'apprend dans quel sens? Non. C'est grand, tu choisis une échelle. Ouais, ben. Voilà, tout ça, on anticipe les choses. Voilà, ton père, il le fait bien. Mais non, je veux pas que tu prennes l'heure. Mais non, s'il faut, c'est pas les mêmes, tu vas pas avoir la même échelle que moi. C'est sûr qu'il me le fait bien. Vous êtes sûr qu'il me le fait bien. Même Coquini, il a fait quelque chose. C'est bien. En plus, c'est juste ce qu'il m'a fait. Non, c'est dégueulasse. Voilà. Ouais. On rentre quand même. Voilà. Ça, c'est juste. Ça, c'est Coquini. C'est juste, mais c'est cracra. D'accord? Mais c'est juste. Parce qu'il y a des traits partout. Une ligne droite, c'est une ligne, c'est pas un truc. C'est une technique. Ah ouais. On va revoir tes alors, je rappelle, voyez mathématique. Comment on appelle la pente droite? La quoi? La pente. C'est quoi ça? Ton piste rouge.
Pas de piste rouge. C'est pas en degrés, ça, monsieur, le niveau de pente? Vous n'avez pas parlé de coefficient directeur? C'est quoi ça? Non. Comment ça, non? Mais c'est quoi, c'est quoi en fait? Ah, bah, sûrement, mais on devrait dormir là. Il a été malade un peu. Ouais. Bon, ça va, il a une semaine de Covid, c'est rien. Ouais, mais c'est tout. Vous avez quand même déjà vu ce que c'était qu'un coefficient directeur. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. La pente d'une droite, C'est la pente du droit. C'est quoi ça? la variation de Y sur la variation de X. Non. Ok, donc il faut que je me tape aussi le cours de maths. Génial. On devait dormir. Allons-y. Oh. Ah, mais c'est Carotte, ça, de quel dieu? Bon, rappel de maths. Ouais. Puisque normalement, ce sont des rappels. Mais c'est pas un rappel, on peut le dire. Arrête-toi pour rappeler. Donc, j'ai une équation linéaire, y en fonction de x, qui me donne l'équation d'une droite. Mais c'est génial. Bon. Ça, vous caractérisez par le fait que y est égal à a fois x. Oui ou non? Possible. Ah oui, ah oui. D'accord? C'est exactement ce qu'on a ici, sauf que notre y c'est la force, notre x c'est notre élongation, et notre coefficient de proportionnalité c'est k. Ici c'est a. C'est ce qu'on appelle a, c'est ce qu'on appelle le coefficient direct. Ou alors la pente de la droite. D'accord? Comment est-ce qu'on calcule un coefficient direct? A, comment on le calcule? On dit que c'est la variation des y divisée par la variation des x. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend deux points, x1, x2, auxquels correspondent deux ordonnées, y1, y2. Ah, merde. Et donc, vous dites que c'est y2 moins y1 divisé par y2 moins a. Ça, c'est la formule de maths. Ça, c'est la formule mathématique qui vous permet de calculer un coefficient directeur, la pente de la droite ou le coefficient de proportionnalité d'une droite linéaire. Normalement, vous voyez ça au collège. On a cassé la guide. C'est possible qu'il y ait quelques oublis. Hein. Ouais, mais je trouve que vous avez beaucoup d'oublis quand même. Hein. Non, pas à ce point. Oh, les pauvres petits. C'est le confinement, monsieur. Oui, oui, c'est le confinement. Il a bon dos, le confinement. Ah là là. Ah, merci. Maëva nous dit, on connaît, on a fait ça au collège. Maëva plus 2. C'est tout. On l'a vu. On l'a vu, ouais. Alors ça, c'est ce que font les matheux, etc. Sauf que le physicien, il a un outil à disposition que vous avez déjà vu avec moi. Donc si vous me dites que vous ne le connaissez pas, je vais vous tuer un par un. Pas avec moi, puisque tu ne vas pas le dire. Comment est-ce que l'on trouve l'équation d'une droite lorsqu'on a plein de points? L'équation d'une droite. Ouais. Et on l'a déjà fait. Ouais, ça s'appelle comment le coefficient? Alors les mecs, vous connaissez la régression linéaire, mais vous ne savez pas calculer un coefficient directeur. Mais c'est génial. La régression linéaire, C'est quoi ça? faire une régression. De quoi on parle? De quoi on parle? La taille de la règle. Donc la régression linéaire à la calculette, qui peut vous expliquer le principe, comment on fait? Oh, je suis pas là. Comme par hasard.
Il a tarte bien. Mais vous avez pas accès. Ouais, mais il pas la même. Oh, quel dommage. Ah, bah. Oh, dans une semaine, je le fais. Non, mais il va l'entendre. Voilà. Vous allez dans vos listes sur votre calculatrice. Sur la liste 1, vous rentrez les valeurs que vous avez en abscisse, donc les x. Pour nous, ça correspondra aux élongations. Sur la deuxième liste, vous rentrez les valeurs en ordonnée, c'est-à-dire les valeurs de la force de tension que vous avez calculée. Et ensuite, vous trouvez l'outil régression linéaire de votre calculette. Vous avez juste à taper. Et hop, ça va vous donner l'équation de la droite. Avec ce qu'on appelle un coefficient de détermination. Plus ce coefficient de détermination est proche de 1, plus votre modèle mathématique est bon et correct. Donc, à vous de me trouver, grâce à la régression linéaire, je ne demande même pas le côté mathématique, parce que ça c'est M. Carotte qui va vous le faire. Voilà, je vous demande l'utilisation d'outils de la calcul. Pour les points X et Y, on prend les points qu'on a déjà placés ou d'autres points? Ça dépend que tu as déjà fait passer. X et Y, c'est maths. Moi, mon X, c'est delta N. Mon Y, c'est F. Tu n'arrives pas à avoir le rapport entre les deux, là. Regarde, delta L, X, Y, F. Oula. Il y avait des nuages. Alors, utilisez. Coquini, prends ta calculette. Pour moi, le coefficient directeur par la notion linéaire. Ah là là là, vous voyez pas lever la main. On voit pas le quoi? Le rappel de maths. Comment ça, vous voyez pas le rappel de maths? Le tableau tout court? Bah, là, je suis plus devant, vous devez le voir, le tableau. Alors attends, j'éteins la caméra et je relance. C'est pas ça que je voulais. Mais c'est écrit trop petit ou... Au pire, écoutez. Hein. Et pourquoi c'est flou ou c'est pas assez gros? Pourtant, je suis pas devant. Alors, je vais écrire plus gros. Mais c'est génial. Vous avez écrit quoi en dessous? Il y avait marqué un truc. Et en tant que physicien, je préfère que vous fassiez une régression linéaire. C'est mieux en ligne, non? Je peux pas faire plus gros, hein, je suis désolé. Bah, le rappel de maths, vous l'écrivez si et seulement si vous vous souvenez plus. Sinon, si vous maîtrisez, pas besoin. Mais je peux pas faire mieux, hein, je sais pas pourquoi c'est pas bon comme ça. Ah si, je sais. Attends. C'est mieux? Là, ça va être mieux normalement. Yes, miracle, on a trouvé le problème. Pourquoi c'est pas vraiment linéaire? Ouais, parce qu'il y a tout le monde qui va pour les estimations. En fait, nous, ce qui nous intéresse, d'accord, c'est notre
vous avez le même problème. C'est pas grave. Donc, ce qui est important, alors c'est sûr, si vous ne trouvez pas une droite qui passe par 0, c'est pas grave. Moi, ce qui va m'importer, c'est surtout le coefficient directeur de la droite. 1,008 la plate. Ah, c'est pas une droite. Non, parce que j'ai pris les mêmes. Ah bah oui, mais non. Prends tes valeurs. Mais oui, bien sûr. Ah oui. Alors, vous pouvez avoir le coefficient directeur, ça caractérise une droite, qu'elle soit linéaire ou affine. C'est-à-dire affine, c'est quand elle ne passe pas par l'origine. Par contre, si vous avez une courbe qui n'est pas une droite, vous ne pouvez pas calculer un coefficient directeur. Ça, si vous continuez en physique, vous le ferez, vous pouvez calculer des coefficients directeurs des droites tangentes à la courbe. Et ça aura toute une interprétation physique. Oui, en enseignement scientifique. Mais ce sera très simple, ce sera vraiment des bases de culture générale, il n'y aura pas des gros calculs, il y en aura, mais ce sera très simple. C'est juste que vous ayez ce sera couplé avec la SVT, et c'est juste que, et en terminale, ce sera couplé au plus avec un tout petit peu de maths. Pas grand-chose. Plus coefficient de corrélation. Ah bah oui, mais tu m'as mis que 2 points. D'accord? Alors, obtenir une régression linéaire avec uniquement 2 points, non. Là, il faut que vous rentriez tous vos points. Sinon, c'est pas facile. C'était comment? Tu peux mettre un quoi? Tu peux mettre un quoi? Ouais, je sais pas comment tu fais ça. Alors, comment tu fais pour c'est pas logique que vous n'ayez pas la même chose. Par contre, dans un même binôme, votre régression linéaire elle va donner le même résultat. Hein. Sinon, il y a un souci. Oui. Alors. Mais attends, parce que là, dans mon tableau, ça marche pas. Donc, on y va. Quand on fait la régression linéaire, on trouve que f, alors ça c'est pour les valeurs, c'est 1,02 fois delta f. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? À l'aide de notre régression linéaire, on trouve pour notre ressort on trouve que K est égal à 1,2. Alors, et c'est là aussi que le sens physique est important. Quelle est l'unité de K, de la constante de Rader?
vu qu'on divise l'axe des ordonnées par l'axe des abscisses, les ordonnées, elles sont en quelle unité? En Newton. Les abscisses sont en quelle unité? Donc, le rapport de ces deux grandeurs, de ces deux unités, ça va donner quelle unité? Des newtons par centimètre. Oui, d'accord. Voilà. Puisque j'ai divisé une force par une élongation. La constante de Raymer, c'est les newtons par centimètre. Ouais. On a vraiment une même chose. Pourquoi on n'a pas les mêmes? Oulala. Non. Mais je suis paumée. Là, t'es en France. Ouais. Donc, en conclusion, on va regarder les caractéristiques. Alors, et c'est là que c'est important. Donc, on a déjà vu les caractéristiques du poids en cours. Maintenant, on va voir les caractéristiques de la force de tension d'un ressort. Si j'étire le ressort dans ce sens, quelle est la direction de la force de rappel du ressort? La direction. Et comment? Alors, vers l'extérieur, ça veut dire quoi? Ouais, c'était comme ça. De haut vers le bas. Ça. Comment vous l'écrivez? Non, ça c'est un sens. Parallèle au ressort. Parallèle au ressort. La force de rappel du ressort, elle sera toujours dirigée selon l'axe du ressort, oui ou non? Oui. Donc, direction, l'axe du ressort. Alors le sens, ça c'est plus compliqué. J'ai une masse. Je suis comme ça. Comment est dirigée la force du ressort? Dans quel sens? Donc, la direction, c'est l'axe du ressort. Et cet axe peut me déplacer vers le haut ou vers le bas. Vous êtes d'accord? Donc, quel est le sens de la force? Vers le haut. Là, elle est vers le haut. Mais maintenant, si au contraire, au lieu d'étirer le ressort, je compresse le ressort. Donc là, je compresse le ressort avec mon doigt supérieur. La force du ressort. Non, alors, je compresse avec mon doigt vers le bas, mon doigt inférieur. Le ressort, comme il se comprime, il tend à repousser mon doigt. Oui ou non? Donc cette fois-ci, elle sera vers le bas. Par contre, quand j'étire le ressort tend à revenir à son état d'équilibre. Donc il tire vers lui. Je suis d'accord. Maintenant, on va considérer qu'il y a un point d'accroche. D'accord? Il y a un point d'accroche et tu ne considères que le bas du ressort. Donc en fait, là, ce qu'on va dire, le sens, c'est opposé au mouvement du ressort. Et sa norme, dans le cours, j'ai mis norme ou valeur? Non. Et bien, vous pouvez dire que c'est K multiplié par une élongation. Voilà votre deuxième force que vous devez connaître. C'était quoi la première? Le poids. Genre. Tout à l'heure, dans le cours, on va voir la force d'interaction gravitationnelle. Et on va voir la réaction du support. Si j'ai le temps. Donc, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, on va étudier la poussée d'Archimède.
Alors, la poussée d'Archimède, c'est plus complexe. Pour comprendre la poussée d'Archimède, il faut déjà que vous compreniez bien tout ce qu'on a fait sur les ressorts. Est-ce que quelqu'un peut m'énoncer le principe d'Archimède? C'est pas le bateau, c'est pas qui coule. Alors, ça, c'est une conséquence. C'est vrai que pourquoi est-ce qu'un bateau flotte? Ben, grâce à la poussée d'Archimède. Alors, je crois qu'il faut qu'il y ait autant de masse sous l'eau que au-dessus de l'eau. Non. La masse d'eau soudée est égale soit de liquide soudé, soit au volume de pied à l'intérieur, de pied en plein intérieur, si il est inférieur. Oh la vache, c'est compliqué ça. Hein. Et qu'il y a autant d'eau qui remonte que d'air qui pousse. Oh. Ouais, Un bateau, il pousse pas de l'air. Hein. Non, mais qu'il y a de que l'eau soit réchauffée, comme ça, il pousse. Ah, vous arrivez à... Alors, vous voyez à peu près le truc, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Ça, c'est votre problème en physique. Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume de fluide déplacé. Mais quoi? Wow. Donc on va noter le principe d'Archimède et on va y réfléchir en TP la semaine prochaine. Mais déjà, on va juste introduire le jeu. Et ça va vous permettre de faire vos mesures la semaine prochaine. Ça vous non. Quoi que si vous pourriez faire aussi avec un verre d'eau, une balance et un objet en fer, une petite masse. Bête. Alors il vous faudra un dynamomètre, et ça je ne peux pas vous enfiler malheureusement. Donc je vais juste vous montrer ce que c'est qu'un dynamomètre et quelle est l'expérience qu'on va. Donc grand 2, la poussée d'Archimède. Dans le coup. Bah oui, dans le coup. Non, là on est toujours dans le TP. Oui, mais dans le coup du TP. Alors on la note qui? Bon, c'est comme ça. Alors parfois on a qui l'appelle SA, et moi je trouve que c'est stylé de la coupe. C'est pour les faire. Stylé. Ouais, bah là, je trouve ça stylé de mettre un pied avec une flèche. Donc, je vais juste vous l'énoncer. D'accord? Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume de fluide déplacé. Alors, un fluide, c'est quoi déjà? Un liquide. Pas forcément un liquide. Sinon, j'aurais appelé ça un liquide. Un fluide. Ouais. Donc, les fluides contiennent les liquides. Mais il y a autre chose dans les fluides. Exactement, les gaz. Les gaz et les liquides sont tous les deux des fluides. L'eau exerce un qui se va à sa surface. C'est une force. Ouais, c'est pas mal, mais c'est mal exprimé. Là. Donc, un fluide, ça correspond à un gaz ou un liquide. Alors, c'est sûr. Dans quel cas, entre les liquides et les gaz, la poussée d'Archimède est-elle plus importante? Ouais. Le liquide sont plus légers. Dans quoi? Au poids du. C'est plus fort. Mais quoi qui est plus fort? Trouve-moi le paramètre physique qui va caractériser justement. Le poids du. Le poids, c'est une force. Ça ne va pas. C'est masse. pas. La force. Non. La puissance. Quelle est la caractéristique commune à tout que vous pouvez mesurer pour n'importe quel élément chimique, que ce soit un solide, un gaz ou un liquide? On peut mesurer un volume, mais tu vas avoir un volume comme ça ou un volume comme ça. Ah, la masse volume. Chaque composé chimique, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, possède une masse volumique. Oui ou non? Dans quel cas, entre les solides, les liquides et les gaz,
la masse volumique est la plus importante? Dans un solide. Les solides, les masses volumiques sont plus importantes que dans les liquides. Et c'est dans les gaz que la masse volumique est la plus faible. Et donc on voit bien que plus la masse volumique de l'élément considéré, du fluide considéré est important, plus la poussée d'Archimède va être importante. Donc c'est pour ça que comme les gaz ont une masse volumique plus faible que les liquides, la poussée d'Archimède sera plus importante dans les liquides que dans les gaz. Oui ou non? Oui. Au moment où je ne fais pas de maths, j'essaye de vous faire comprendre que tous les concepts physiques, vous pouvez les comprendre sans faire appel aux mathématiques. Bien entendu, si vous voulez continuer à faire de la physique après, il faut apprendre à mathématiser. Alors, on va arrêter sur... Mais le but, c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que pour faire de la physique, pour comprendre les phénomènes qui nous entourent, vous n'avez pas forcément besoin d'outils mathématiques. Vous avez besoin d'outils mathématiques pour pouvoir quantifier les choses, c'est-à-dire leur donner des valeurs. Maintenant, pour comprendre la poussée d'Archimède, il n'y a pas tellement besoin de faire des maths. Vous comprenez bien que quand vous foutez un glaçon sur de l'eau, pourquoi le glaçon il flotte? Il y a une partie du glaçon qui est dans l'eau. Parce qu'il est plus léger. Et donc, alors pourquoi est-ce qu'un bateau flotte? Parce qu'il y a de l'air dedans. Ah, c'est d'Archimède. Parce que c'est Cause de la poussée d'Archimède. Oui, on va se faire. Est-ce que tout, qu'est-ce qui va déterminer si un bateau va flotter ou non? Ce qu'on appelle la flottabilité. Si le volume, si la masse volumique est supérieure, non, Admettons, je prends une planche de bois, un truc qui fait comme ça. il y a de l'air dedans. D'accord? Ou non, plus simple. Je vais prendre une planche d'acier, enfin une lame d'acier très très fine. D'accord? Je la pose sur de l'eau. Est-ce qu'elle coule? Non, Ça dépend. Oui, elle coule. pas forcément. Ça dépend. Ça va dépendre de sa masse, de sa surface. Maintenant, cette même plaque d'acier très fine, cette feuille d'aluminium, on va dire, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Je prends une feuille d'aluminium, je la pose sur de l'eau. Elle va rester en surface. Maintenant, je prends la même feuille d'aluminium et je lui en fais une boule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle flotte ici, non? Non, elle coule. Ça dépend. Ça dépend de la feuille. Hein, Elle coulera. Ça dépend de la forme. Elle coule, pourquoi? Parce que ça va dépendre de la surface des portions. D'accord? Même chose. Si vous prenez une bite plomb et une plume, vous la lâchez. Vous les lâchez toutes les deux en même temps à la surface de la Lune. Il n'y a pas d'air. Qui tombe en premier? Les deux touchent le sol en même temps. Pourquoi à la surface de la Terre, quand je lâche ma bite plomb et ma plume, la plume met plus longtemps pour tomber? Parce qu'il y a l'air qui fait des frottements. Maintenant, ma plume, je peux en faire une petite boule. Elle sert dans tous les sens. Je la lâche, elle va tomber à la même vitesse que la boule. Ça dépend de quoi. Non, ça ne dépend pas du poids, ça dépend de la masse. Ça dépend. Et en fait, justement, la chute libre est indépendante de la masse de l'objet. Elle dépend de la forme de l'objet, mais pas de la masse de l'objet. Et ça, c'est ce qu'on verra un peu plus tard quand on va faire le principe final. Sur ce, à demain. Bah non, tout à l'heure. Ah non, à tout à l'heure. Oui, et demain aussi. Oui, à tout à l'heure, 11h. Voilà, exactement.